Épisode 47 en compagnie de Nathanaël Slama. Bonsoir Nathanaël. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je reviens aujourd'hui de Netivot. J'étais à la Iloula du Baba Saleh. Après 2 années où le Sud a été confronté aux attaques du Hamas, de revoir une ville qui revit, de voir tous ces gens attachés à ce rabbin presque plus de 40 ans après sa disparition, c'était pour moi une très grande sensation. Et j'ai mis en ligne une cagnotte pour Thomas Guénelé, pour faire une flottille en Iran pour aller sauver le peuple iranien, parce qu'apparemment il est attaché aux causes perdues. Vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Nathanaël, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Oui. Gérard, c'est parti. C'est moi. C'est à vous. Vous commencez. Trump est un lâche exemplaire, fort avec les faibles, faible avec les forts. En plus, il se conduit comme le grand sorcier du clan néofasciste international. En bon suprémaciste blanc, en impérialiste, il n'a évidemment que mépris pour les peuples, que ce soit les Kurdes, les Palestiniens, les Vénézuéliens, les Groenlandais. Alors aujourd'hui, il soutient Ahmed El-Shara, qui est un ex-djihadiste, qui est le président provisoire de Syrie, dont le but avoué est évidemment d'éradiquer toutes les minorités, et en premier les Kurdes, mais aussi les Rézéris, aussi les chrétiens, aussi les Juifs, s'il en reste quelques-uns. Donc, les Kurdes qui ont été en première ligne pour combattre l'État islamique sont honteusement lâchés par la communauté internationale. Et leur mort sera comme une tache de sang que toute la mer ne peut effacer, comme disait Lautréamont. Merci beaucoup. Nathanaël, c'est à vous. Alors là, dans une société moderne où on a tout de suite, on a du mal à voir la stratégie et les engagements. Aujourd'hui, Donald Trump, après 1 an de mandat, a pris énormément d'engagements sur la scène internationale et a su les respecter sur une grande majeure partie de ces engagements qu'il a pris. On a l'attaque en Iran, on a aussi l'action contre le Venezuela, on a une volonté de mettre un espace stratégique aujourd'hui de transfert de marchandises entre l'Asie et l'Europe en passant par le Moyen-Orient. Par contre, la lâcheté qu'on a vue, c'est celle de Barack Obama et des démocrates pendant 8 ans. On a eu presque 700 000 morts en Syrie dans la guerre civile depuis 2011, après le printemps arabe, qui a été engagé et soutenu par les Américains au début. Et ça, on n'a pas eu une seule intervention américaine. À la suite de ce printemps arabe, c'est Daesh qui est monté au pouvoir en Syrie, et ça a apporté aussi du terrorisme en Europe. Donc, vous pouvez traiter de lâche qui vous voulez, mais au final, on se rend compte que quand Trump fait des choses, il le dit, quand il le dit, il le fait, et qu'au final, vaut mieux de temps en temps avoir peut-être quelques défauts, mais tenir une stratégie. Merci beaucoup à tous les deux pour ce face-à-face passionnant. Nathanaël, Rachel l'évoquait, Israël soutient les Druzes dans le sud de la Syrie, mais les Kurdes sont censés être nos alliés également. Peut-être, on ne sait pas. Il y a tellement de différences ethniques au sein même des tribus qui vivent au Moyen-Orient que de les mettre sous une bannière, sous une nation, c'est peut-être un paroxysme que font les Occidentaux depuis la fin de l'Empire ottoman. Qui vous a dit qu'il faudrait avoir un seul État en Syrie? Pourquoi pas 5 petits Émirats avec des minorités, ou comme disait notre cher ami à Paris, ou laisser les peuples gouverner? Nous sommes au Moyen-Orient dans une autre logique. Après, pour la question, est-ce que Trump va lâcher Israël? Je vais vous la faire courte. Je préfère le sol de Trump que le plafond de Kamala Harris. Revenir à ce que Nathanaël tout à l'heure disait, je crois que c'est quand même un peu dangereux d'aller jusqu'à aussi loin, de voir un morcellement d'un État pour former 5 petits États, parce qu'il y a 5 différentes entités. Parce que vous savez, c'est tellement dangereux qu'on aurait pu faire pareil ici en Israël en disant, voilà, il y a les Mizrahi, il y a les Ashkénazes, il y a les Chilonim, il y a les Datim, il y a les Éthiopiens, il y a les Russes. Il n'y a pas parmi les Juifs. On ne peut pas faire ça. Et même parmi les Juifs, vous savez, même parmi les Juifs, il y a les Shomronim, il y a les Juifs et Shomronim. Il n'y a pas parmi les Juifs. Eux, ils disent ça exactement. Et eux, ils disent ça envers les autres Juifs, en disant que ce n'est pas les vrais Juifs. On ne s'éloigne pas trop du sujet. Donc, pour tout dire, les Kurdes, pour une autonomie, je crois qu'il est intéressant de voir un peu les Kurdes autour des pays du Moyen-Orient pour en parler d'une certaine manière. Mettons-nous d'accord sur le fait que les accords de Sykes-Picot ont mis un balagan, un désordre sans nom au Moyen-Orient.
et qu'on est en train encore de payer de toutes les interventions de l'Occident au Moyen-Orient depuis la fin de l'Empire ottoman jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas que Moyen-Orient. L'Europe a fait pareil en Afrique. Et aussi en Afrique. C'est ce que j'allais dire, Amir Badran. Leur silence est troublant. C'est pareil en Afrique. Voilà. Exactement, avec les frontières qui ont été tracées. Tracées à la règle. On ferme cette parenthèse artistique et on revient à des sujets un peu plus lourds dans cette émission. Amir Badran, votre information. De hauts responsables du groupe terroriste Hamas préparent, je cite, une sortie sécurisée de la bande de Gaza, ont révélé mardi des sources au sein du groupe terroriste aux médias saoudiens Asharq al-Aswat. J'espère que je prononce bien. Comme on dit, les rats quittent le navire, Amir Badran ? Les rats quittent le navire. C'est une expression française. Comment on le dit en arabe ? Non, les rats quittent le navire. C'est une expression française. Ouais. Écoutez, moi, je n'aime pas qualifier des choses de cette manière-là. Je crois que le Hamas doit effectivement quitter le régime et l'administration à Gaza, qu'il est temps de céder pour une autre entité, espérant dans une phase intermédiaire pour des technocrates qui pourraient réétablir la situation à Gaza parce qu'elle est terrible. Et c'est comme ça qu'il faut regarder un peu l'intérêt du peuple palestinien et des Gazaouis plus spécifiquement, parce que vraiment ce qu'ils ont subi pendant ces 2 dernières années, c'était catastrophique. Et même avant, c'était la galère pour les Gazaouis qui étaient vraiment dans la plus grande prison du monde, incapables de sortir, de quitter cette bande de Gaza qui est la plus concentrée du monde au niveau de personnes sur 1 kilomètre carré. C'est faux. Ah bon, il y a plus de gens en mètre carré à Tel Aviv qu'à Gaza, déjà premièrement. Il y a eu 300 000 Gazaouis. À Tel Aviv, c'est pareil, la condensité. Dans Gaza, il y a 2,2 millions de Gazaouis sur 365 km carrés. Vous savez quelle est la condensité des gens ? C'est la plus forte au monde. Je vais répondre rapidement. Répondez sur le Hamas. Alors, avant le 7 octobre... Attendez, Rachel Bourlier. D'abord, notre ami Nathanaël. Octobre, il y a 300 000 Palestiniens qui sont sortis de la bande de Gaza déjà, donc ils pouvaient sortir s'ils voulaient, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus d'avenir pour les Gazaouis dans la bande de Gaza. Après le 7 octobre, l'histoire demande à l'humanité entière que le peuple qui a commis les horreurs du 7 octobre n'ait plus d'avenir dans l'endroit de lequel ils sont partis pour faire commettre ces horreurs-là. Le peuple ? Mais quel peuple ? La seule solution... Mais vous généralisez d'une manière terrible, mais c'est des propos racistes. La libération des terres de mais c'est des propos racistes que vous dites. De cette population qui a fait toutes les horreurs... On laisse... Non, juste pour dire que ce qui s'est passé à Gaza restera dans l'histoire comme un génocide. Et donc, ceux qui s'en vont aujourd'hui s'en vont. Mais à mon avis, il y a autant de partisans du Hamas qui ont été créés à cause du génocide. C'est simplement parce que c'est insupportable de vivre ça et que selon la formule éternelle, il faut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Monsieur Mordilia, les Gazaouis vivaient à genoux. Les Gazaouis vivaient à genoux dans un régime raciste et d'apartheid. Il faut le dire. Alors, il n'y a pas de génocide, mais vous pouvez le reste, vous pouvez le garder, mais il n'y avait pas de génocide. Il n'y avait pas d'intention. Le mot génocide étant trop... Il n'y a pas d'intention de génocide. C'est le point de vue américain, il ne faut jamais dire génocide. Ben oui, ici, c'est un génocide, bien entendu. Vous pouvez dire qu'il y a eu beaucoup de morts, vous ne pouvez pas dire qu'il y a un génocide. Ça a été le projet, dès le début, de Netanyahou d'éradiquer tous les Palestiniens. Vous êtes dans le même disque, dans le 33 tours des années 60, monsieur. On avance. Même aujourd'hui, il y a eu des attaques à Gaza, des soldats israéliens, des attaques aériennes du néofascistes. Ça va trop loin. Aujourd'hui, ça va trop loin. J'ai mieux dans les années 50 que les années 30. Dont 3 journalistes et 3 enfants. Il faut qu'on avance. Juste pour rappeler qu'Israël n'a pas été condamné par une cour internationale pour génocide. Il n'y a pas d'intention de génocide. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un génocide. Il peut dire qu'il y a beaucoup de morts. Il y a crime de guerre, crime de guerre contre l'humanité. Il y a des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Un mandat d'arrêt. Votre information, Nathanaël Slama, environ 196 000 survivants de la Shoah sont encore en vie dans le monde, dont la moitié vivent en Israël, selon les données publiées mardi par la conférence sur les revendications matérielles juives contre l'Allemagne, basée à New York. Ce chiffre est en baisse par rapport aux estimations de janvier 2025, qui faisaient état d'environ 220 000 survivants. Comment on fera pour
raconter l'histoire de la Shoah lorsqu'il n'y aura plus ces survivants? C'est la deuxième question que je me pose. La première question, c'est comment est-ce que ces gens-là pourront finir leur vie dans une dignité, la plus grande dignité qu'on pourra leur donner? La deuxième question, c'est le devoir de mémoire. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, ici en Israël. Pas beaucoup, malheureusement. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est le devoir de mémoire. Nous, on a eu la chance de connaître des survivants de la Shoah. On a connu des gens que les vivants. On va se retrouver dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. On pourra vulgariser à la télévision le mot génocide sans savoir de quoi on parle. Et on devra dire, nous, réexpliquer ce qui s'est passé en Europe entre 39 et 45, raconter la Shoah, sans la vulgariser, mais non plus sans s'en servir comme un outil politique. Et c'est ça le défi. Et il faut aujourd'hui prendre le maximum d'informations qu'on a encore, qu'on peut conserver et travailler dessus. On a fait un peu long avec Kairon, je pense que ça valait le coup pour nos téléspectateurs. On ne va pas pour autant annuler le deuxième débat, vous aurez bien votre minute, mais on va faire des réactions rapides avant de conclure l'émission. L'ancien chef d'état-major de Tsahal, Gadi Eisenkot, à la tête du nouveau parti Yachar, a proposé une fusion majeure au sein de l'opposition entre son parti Yesh Atid, du chef de l'opposition Yair Lapid, et le parti de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett, a rapporté mardi la télévision israélienne. Cette proposition choc a inspiré 7 questions à l'équipe de SAS Débat. Yair Lapid, Naftali Bennett et Gadi Eisenkot doivent-ils s'unir dans une liste commune pour faire tomber Benyamin Netanyahou? J'imagine que vous êtes plutôt d'accord avec Rachel. Alors déjà, je vous ai vu faire des oui de la tête comme ça pendant tout son argumentaire. En fait, c'est très dur de commenter la politique israélienne tant que Netanyahou est au pouvoir. C'est l'épouvantail de la politique israélienne depuis 40 ans. Qu'on dise soit pour ou contre, c'est un épouvantail. C'est comme le Real de Madrid en Ligue des Champions, les années où Zidane il était entraîneur. Le Real Madrid. Le Real Madrid, c'était injouable. Real Madrid, Barça. Et dans les années 2015. Donc ça, c'est premièrement. Après, ce qu'elle a dit, Rachel, et je suis complètement d'accord avec elle, c'est que l'opposition israélienne aujourd'hui n'a rien à proposer, mis à part le tout sauf Bibi. Il y a tellement de sujets. On a fait un débat sur ça. Il y a tellement de sujets à parler. On a battu le record de nombre de morts sur les routes. On a une question sur les réservistes. Comment on fait pour les ramener au travail? Comment on fait pour leur donner un statut? Comment on fait pour leur donner des maisons? Comment on fait pour réduire le prix, le coût de la vie? Si vous êtes dans l'opposition... Netanyahou a donné ces réponses parce que c'est son gouvernement à lui qui est en charge des morts qui sont dans les routes. C'est Miri Regev, c'est son propre parti à lui. Amir, on n'est pas là pour débattre sur cette question. Mais vous êtes en train de dire des choses... On est là pour débattre. Vous êtes en train de dire des choses qui sont contradictoires parce qu'en fait, c'est lui qui a... Attention. Attendez, je vais écouter Gérard. Juste une propos. Rapidement. Il y a tellement de sujets qui pourraient faire tomber le gouvernement israélien, mais ils sont focalisés sur le tout sauf Bibi, et c'est pour ça qu'ils sont... C'est vrai. Le mot de la fin. Le mot de la fin, Am Israël Chai, et on finira par gagner, vous inquiétez pas. Merci à tous pour ce débat. C'est malheureusement pas l'heure de la carte blanche de Julien Assal telle que je l'avais écrit dans mon prompteur, parce qu'on n'a pas eu le temps de la diffuser malheureusement, mais... On le retrouve demain, notre ami Julien Assal. Merci Gérard Mordilla, Rachel Bourlier, Nathanaël Stama, Amir Badran, Kairon pour avoir accepté notre invitation. Restez avec nous sur i24 News. Bonne soirée à tous.